Toi, tu te considères comme un enfant de riche ou un enfant de pauvre? Je pense que j'ai été gâtée. Si vous avez un rêve, poursuivez-le. Faut même pas écouter. En fait, je vais même dire que plus les gens vous critiquent, et plus vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Avant, quand j'avais 6 ans, 7 ans, je disais « Oh, moi, je serais pâtissière, comme ça, je mangerais tous les gâteaux avant que mes clients n'arrivent. » J'ai toujours dit ça. J'ai toujours été passionnée. Mes parents sont morts jeunes, ils sont morts de cancer. Et je me suis dit, on n'est pas des gens nécessiteux. C'est pas normal qu'on meure de ce genre de maladie. Vu comme ça, est-ce que ça ne veut pas dire simplement que, en gros, les bonnes nourritures ou bien les nourritures qui sont vraiment pensées pour la santé, c'est réservé aux gens qui ont fait les moyens? Intellectuel ne veut pas dire intelligent. Intelligent, ouais. Pas la même chose. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, en Afrique, excellent. Il faut que les gens soient excellents dans les petits métiers qu'ils font. Je me suis lancé un défi fou. Interviewer 100 outsiders à travers 10 pays africains. Là, à présent, nous sommes au Bénin et aujourd'hui, nous sommes avec notre première outsider. Je la laisse se présenter. Bonjour, je suis Christelle Amoussou et je dirige une pâtisserie gluten-free au Bénin, à Cotonou. Quand nous sommes arrivés au Bénin, ici, on est sorti à l'université et on posait simplement la question aux gens, à les demander, dans le domaine en fait, de la pâtisserie, quelles sont les personnes qui vous inspirent? Et c'est là que le nom de Christelle est venu plusieurs fois. On s'est dit, bon, comment on fait pour entrer en contact avec Christelle? On est resté pendant une semaine à se dire, mais comment on fait? On ne connaît personne autour de nous qui connaît Christelle. On s'est dit, bon, on se lève, on prend notre voiture, on va débarquer au niveau de la pâtisserie et on va voir si elle serait d'accord pour une interview. On est arrivé et là, ça a été vraiment très rapide. La discussion, elle nous a fait goûter cette délice. C'était juste incroyable. Moi, j'ai juste envie, avant de rentrer dans les détails ou quoi que ce soit, je vais vraiment te poser une petite question. La petite question est la suivante. Aujourd'hui, tout au long en fait, de ta carrière, quelles sont les 3 réalisations qui te rendent le plus fier? Mes enfants. Ok. Il se trouve qu'ils sont 3. Je suis maman de 3 enfants, de 23, 20, 15 ans. Et je suis très, très proche d'eux. On est très fusionnels. Et sans les étouffer, je les laisse s'épanouir dans un univers qui n'est pas toujours évident, qui n'est pas toujours facile. Mais on discute énormément. Sans discuter, sont mes 3 enfants. S'il n'y en a que 3. S'il y en avait 4, je dirais Omani, bien sûr. Et du coup, si on va sur le côté professionnel, oui. Si on prend des réalisations sur le côté professionnel, c'était quoi? En fait, quand je suis rentrée de France, je n'ai pas trouvé de pâtisserie artisanale, toute simple, sans fioritures, sans crème au beurre, sans trucs lourds, puisque quand j'étudiais, j'allais réviser à Beaubourg, et à côté de Beaubourg, il y avait une petite pâtisserie qui s'appelait Laura Tots, et je prenais un café et un cookie. Et quand je suis arrivée à Cotonou, je cherchais juste une boîte à cookies, je ne trouvais pas. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en créer une boîte à cookies et brownies. Voilà, c'est de ça qu'est parti Omani. Et c'était un pari, parce que c'était une pâtisserie que les gens ne connaissaient pas au Bénin, bizarrement. D'abord, on n'est pas du milieu du sucre au Bénin, mais il y avait des grandes pâtisseries sur la place et qui faisaient que les mêmes gâteaux. Donc, c'était vraiment un défi d'ouvrir ce genre de pâtisserie, qui est un concept store avant l'heure, parce que j'ai pas copié Omani quelque part. Omani est sorti vraiment de mon cerveau et j'ai voulu faire des choses que j'aimerais prouver au Bénin. Voilà. Maintenant, du coup, en gros, quand tu as dit tu es revenu et tout, tu étais où d'abord? J'étais en France. J'ai passé 27 ans en France. On a quitté ici, j'avais 7 ans. Mes parents nous ont emmenés en France, en région parisienne. Et donc, j'ai fait toutes mes études là-bas. Je suis revenue une année ici, passer le bac à l'école française. Et puis, je suis repartie pour la fac. J'ai fait de la comptabilité financière, mais parce qu'il fallait faire plaisir à mes parents et surtout mon père, que je déifie. Mais ce n'était pas vraiment ma passion. Ce n'est pas du tout ça. J'avais vraiment envie de faire de la pâtisserie. Quand on est rentré, je suis rentrée avec mon père. J'étais une fille à papa, donc je suis rentrée avec mon père. Mon papa était directeur d'une grosse boîte, l'ancien Bolloré, de transit. Donc, on a commencé par faire de l'import-export, de produits tropicaux, de l'igname, des langoustes. En importation, on a fait des pâtes alimentaires jusqu'à la dévaluation. Et à la dévaluation, on avait des problèmes pour faire descendre l'argent, pour recevoir l'argent des clients et des problèmes pour payer les fournisseurs. Donc, c'était super compliqué. Donc, j'ai pu dire à mon père, écoute, on va s'arrêter là parce que j'ai tout fait pour te faire plaisir, mais là, mon vrai trip, moi, c'est pas ça, c'est la pâtisserie. Il me dit, mais avec tout ce long chemin, tu aurais pu le dire plus tôt. Tu aurais fait une école de pâtisserie en France. Bon, qu'à cela ne tienne. Je suis partie à Abidjan. Et Daniel Hénard, qui est un ami, m'a appris le chocolat. Et Michel Hénard m'a appris la pâtisserie. Et une chose que Daniel m'a dite, il m'a dit, écoute, essaie de travailler avec les choses que tu trouves sur place. Et ça avait vraiment été mon déclencheur. Donc, j'ai fait toujours des choses un peu décalées, des chocolats avec des chips de banane, des choses
qu'on avait sur place, des chocolats au miel. Vraiment, ça a commencé comme ça. Et j'ai trouvé qu'on avait des produits authentiques, des produits pleins de valeur ajoutée, des produits bourrés d'antioxydants, bourrés de fibres. Donc, c'était intéressant de travailler avec ces produits-là. Okay. C'est comme ça que j'ai démarré l'aventure au Mali. Généralement, la majorité des personnes de la diaspora, quand ils finissent, ils ont toujours peur de revenir là. Donc, je parle de la diaspora. Ouais. Toi, tu es resté en France pendant plus de 27 ans. En revenant, tu ne t'es pas dit que ce serait beaucoup plus compliqué pour l'intégration? Ah non, mais c'est très, très compliqué. Il ne faut pas rentrer en se disant on va s'intégrer. Non, on ne s'intègre jamais. La vérité est bonne à dire. Okay. Y a une clé de survie. Moi, tous mes amis, tous mes vrais amis ne sont pas ici, ils sont à l'étranger, ils sont en France. Donc, je sors régulièrement pour me ressourcer. Parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même façon de voir les choses. Et quand il y a beaucoup de monde autour de vous qui vous disent ce verre ou ce papier, il est noir et vous le voyez blanc, il vaut mieux sortir, et vous régénérer, revenir, voir que non, je ne suis pas folle, il est bien blanc. Donc, il y a une clé de survie. Quand on rentre comme ça, il y a une clé de survie. Il faut repartir. Tous les 3 mois, il faut repartir, se ressourcer. Sinon, vraiment, on pète un câble. C'est pas du tout facile. OK. Pas du tout facile. Mais pourquoi toi, tu as pris cette décision de revenir? Parce que pendant tout notre exil, nos parents nous disaient, vous étudiez là-bas, mais il faut rentrer chez vous. Okay. Ils nous ont toujours dit ça. Il faut rentrer chez vous. Vous êtes issus d'un peuple. Ça, c'était ce qu'on nous disait. Hein. Très intelligent. Les Béninois, c'est le quartier latin de l'Afrique. C'est les cerveaux, c'est machin. Il faut rentrer chez vous, construire votre pays. Donc, naturellement, il fallait que je rentre. Quoi. OK. Quand tu es revenu, on a parlé des difficultés d'intégration. Pour toi, si je vais dire 2 ou 3 challenges qui t'ont le plus marqué pour la partie en fait intégration quand tu es revenu, ça serait quoi? Alors, moi particulièrement, quand on était en exil, je dis exil parce qu'on est parti à cause de la Révolution. Okay. On ne parlait pas les langues du Bénin. Donc, moi, ça a été un problème, le barrage des langues. Donc après, j'ai appris, hein. Je parle Mina maintenant, je parle Fon, je ne parle pas Yoruba, j'aurais bien aimé, mais ça a été un barrage. Ensuite, le problème de mentalité. Okay. La mentalité, les gens viennent vers vous avec quelque chose qu'ils cherchent, et ce qui n'est pas toujours quelque chose de sain. Donc ça, c'était un peu compliqué de deviner, de paramétrer, de se préserver. Voilà, c'est ça, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes mentalités. En gros, c'est comme si on disait, si vous revenez, toujours garder les fondations de la culture ici pour pouvoir mieux se réadapter, donc la langue et tout ce qui va derrière. Oui, c'est important. OK. Il y a cette grande différence à faire. Je pense que les gens qui vont à l'extérieur, quand ils reviennent, comme tu l'as dit, la façon de voir les choses, les croyances, aussi le voyage, ça prépare les gens. En gros, ça change la façon de voir les choses. Du coup, c'est important de savoir s'intégrer. Donc, toi, tu te considères comme un enfant de riche ou un enfant de pauvre quand tu étais petite? Ça dépend de ce qu'on appelle riche. OK. Moi, j'étais dans un foyer très rempli d'amour. Okay. Et pour moi, c'est ça la richesse. Okay. Moi, j'ai été très, très aimée, surtout par mon père. Et pour moi, c'est super important parce que ça m'a permis de m'épanouir, de trouver mon chemin. Et j'avais beaucoup de discussions enrichissantes avec mon père. Donc ça, c'était important pour moi. Et donc ça, effectivement, je pense que j'ai été gâtée. Et je me considère comme, je suis graceful, quoi. OK. Absolument. Ouais, je pense que c'est un truc hyper important aujourd'hui. Je pense qu'on dit souvent que dans la culture africaine, les parents ne montrent pas leur amour comme il le faut à leurs enfants. Ouais, c'est vrai. Mais moi, mon père, c'était particulier. Mon père ne brimait pas, il n'engueulait pas, mais bon, il te mettait devant les bêtises que tu as faites. Donc, c'est toi-même qui pleurais. Je suis désolée, je suis vraiment désolée de t'avoir fait de la peine. Il avait une façon d'aborder les choses. Et du coup, c'était constructif. Voilà, mon père, il nous apprenait à nous construire. Moi, le soir, je rentrais de l'école ou bien de la fac et je lui vidais tout ce que j'avais eu de bon et de mauvais comme un sac. Et c'est lui qui m'aidait à trier, qui me dit, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça t'aurais pas dû réagir comme ça et tout ça. Donc ça me construisait. Vous étiez très très proches en réalité. Ouais. Très. Mais en fait, là, une question en fait me vient à la tête là, c'est que si vous êtes très proches et que vous discutez, pourquoi tu as pris autant de temps avant de dire que c'était la pâtisserie qui était ta passion? Parce que je voulais pas le décevoir. Mon père, c'était mon idole. Je voulais pas le décevoir. Parce que mon père était de formation magistrat. Okay. Donc, je pouvais pas lui dire, je vais faire une pâtisserie, alors que ils se sont pris la tête pour nous emmener en France. Et puis, faire un métier de l'artisanat, c'était pas noble. On était dans une résidence hyper bourgeoise où tous mes camarades, leurs parents étaient polytechniciens, avaient fait HEC ou étaient pilotes de ligne. J'allais pas dire, je vais faire pâtisserie, ils vont me regarder, mais... de quel problème elle souffre. Donc voilà, c'était pas politiquement correct de le dire à l'époque. Okay. Je me suis mis des barrières, hein, mais bon, après, je pense que vu la réaction de mon père, j'aurais très bien pu le faire
sans problème, quoi. Et si tu devais donner un message à quelqu'un qui est aujourd'hui, par exemple, dans ta situation, ou qui se dit, bon, OK, moi j'ai envie de faire ce truc, mais j'ai peur, je n'ose pas en faire le dire. Poursuivez vos rêves. Quand on rêve de quelque chose, on a un fuel, on a quelque chose qui fait qu'on a une endurance et qu'on finit toujours par sortir la tête de l'eau. Donc, si vous avez un rêve, poursuivez-le. Il ne faut même pas écouter. En fait, je vais même dire que plus les gens vous critiquent, et plus vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Il faut vraiment prendre ça comme ça, quoi. Et prendre les critiques comme des pierres qu'on vous envoie pour en faire des ponts. Pour moi, c'est ça. Plus on dit c'est pas bon, c'est pas le bon chemin, ça veut dire très bien, ils n'y pensent pas, je peux avancer. Très bien, je vais leur faire une surprise. Très bien. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Incroyable. Ouais. Incroyable ce mindset. Maintenant, pourquoi en fait la pâtisserie et non juste un restaurant? Je vous ai dit, parce que je suis gourmande. Parce que je voulais retrouver mes années de fac, c'était des belles années pour moi. Donc, je voulais retrouver un petit peu cette... je sais pas, je trouvais que l'Oratos, on faisait la queue pendant une demi-heure de queue pour acheter un cookie. Bon, il y a pas beaucoup de magasins comme ça, quoi. Donc, vraiment... Et on le mange miette par miette. Enfin, le plaisir que j'y trouvais, j'avais envie de le partager, de le faire et de le partager aux gens. Ouais. OK. Et c'est dans ce domaine que tu travailles. Tu as épousé simplement ta passion. C'est à partir de quel moment tu t'es dit ou comment en fait cette passion est venue concrètement? Depuis toute petite. Quand on est passionné par quelque chose, on le sent dans les tripes. Hein. Okay. On a envie de faire les choses, mais depuis toute petite. Pour moi, avant, quand j'avais 6 ans, 7 ans, je disais « Oh, moi, je serais pâtissière, comme ça, je mangerais tous les gâteaux avant que mes clients n'arrivent. » J'ai toujours dit ça. J'ai toujours été passionnée. Et à la maison, je faisais des gâteaux et je me challengeais. À chaque fois, je faisais des choses de plus en plus sophistiquées, quoi. Non, j'ai toujours aimé ça. Toujours. OK, là, ça a commencé très tôt en réalité. Très tôt, oui. Très tôt. Donc, si on comprend bien, aujourd'hui, toi, tu as trouvé en fait simplement ta passion. Tu as hésité au départ à l'informer. Tu as fait des études pour faire plaisir à papa, pour ne pas en faire le décevoir. Et après, bon, il y a eu un déclic qui est venu. Tu t'es dit, bon, c'était le bon moment pour toi de passer à un autre niveau. J'ai envie de te poser la question pour savoir en fait pourquoi l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui a été vraiment le déclic. C'est-à-dire que s'il y a le truc qui t'a dit, bon, OK, là, j'en peux plus, je veux changer, c'est le moment pour moi de changer ou en fait de prendre ma vie en main, comme on le dit, ça serait quoi? L'entrepreneuriat, parce que c'est dans ma famille, on est très entrepreneurs, on est très dans les métiers de bouche. Okay. On est très entreprise chez nous. Et donc, c'est venu vraiment naturellement, quoi. Et puis moi, j'avais envie qu'au Bénin, il y ait ce genre de boutique. Une pâtisserie artisanale, simple, sans prétention. J'avais vraiment envie de ça. Donc, je me suis dit, il y a un créneau, pourquoi ne pas le prendre? Voilà. Et comment tu as commencé concrètement? Est-ce que tu as levé, tu es allé prendre le local, tu as commencé, comment c'est passé? Je dis, je suis une enfant gâtée. On a fait le tour de Cotonou avec mon père et puis il a vu que, il dit, oh, si tu loues quelque part, au bout d'un moment, tes propriétaires vont t'embêter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un espace dans le jardin. Donc là, vous êtes venu à Omani, c'est ma maison familiale. OK. Donc, on a pris un espace dans le jardin et on a construit la boutique là. Et derrière, là où il y a la vitrine à glace, c'est le bureau de mon père. Donc, il m'a laissé son bureau et j'ai démarré comme ça. Et au début, je faisais de la pâtisserie dans la cuisine de mes parents. Puis après, j'ai construit mon laboratoire dans le garage, ce qui était prévu pour être un garage. OK. Donc voilà, donc c'est mon père qui m'a aidé, qui a fait les rotations, qui allait me chercher le matériel à Abidjan, par la route. Par la route? Ouais, la table de marbre on a commandé au Togo. Il m'a assisté, il a tout monté comme ça pour que vraiment ce soit bien, quoi. Ici, on va dire, en fait, c'est le papa, c'est la famille, en fait, qui t'a vraiment soutenu, ce qui t'a facilité, en fait, la vie au départ. Tout à fait. Okay. À tes débuts, est-ce que tu as eu des difficultés particulièrement? Oui, parce que c'était un produit nouveau. Les gens ne comprenaient pas très bien ce que je faisais. Les gens se demandaient est-ce qu'elle va pouvoir en vivre, combien elle va en vendre avant de s'en sortir. C'était des défis. La preuve, aujourd'hui, le 3/4 de ma clientèle, c'est des gens de la diaspora. OK. C'est des expats ou bien de la diaspora. OK. Des gens qui sont de passage au Bénin, voilà. OK. Mais toi, ça n'a pas été compliqué, en fait, en tant que femme entreprenante au Bénin, à l'époque, en fait, où tu as lancé le truc? Non, je ne peux pas dire que ça va être compliqué, parce que moi, je suis pas une Amazone, je suis un gladiateur. Okay. Donc, non, c'est vrai, je suis frondeuse. J'ai pas peur de grand-chose. J'ai peur de Dieu, et puis c'est tout. Moi, je me dis, ce qu'un homme fait, je peux le faire. OK. Donc, je ne me mets pas de limite. Quelle que soit la difficulté, je me dis, j'ai pas de tête, hein, mais je vais le faire. Tu vas le faire? Ouais. Pour moi, il faut escalader les choses et puis... et tu comptes sur quoi, en fait, en disant, OK. Point barre. Non, parce que je me dis, si c'est logique, pendant qu'on construisait ma maison,
Quand on construisait, je suis montée sur la dalle, quand il coulait la dalle, et les maçons me regardaient parce que j'étais beaucoup plus forte que ça. Il dit, mais elle sort d'où celle-là? Je dis, mais je suis passée par là où tu es passée. Il dit, mais en fond, mais Nawete Kadier. J'ai dit, bloquez-moi un escalier là-bas. Je suis montée en plein coulage de dalle, quoi, parce que je me suis dit, c'est grand, il faut que j'aille voir ce qu'ils sont en train de faire. Et je suis montée sur les escaliers, les échelles un peu artisanales, là. Et les gars, ils n'en revenaient pas. Mais je suis comme ça. Je peux conduire une bâchée, je peux conduire une moto. Ah ouais? Ah ouais, moi je refuserais. Je me donne pas de limite. Si je comprends le système, ça va. Ok. C'est tout. Donc je me dis pas oui, je suis une femme. Non, je suis pas du tout girly. Non. Ok. Non, c'est impressionnant. Du coup, ça fait combien d'années que tu entreprends? Entreprends, puisqu'il y a Omani Import-Export, disons depuis 91. Omani Import-Export. Et Omani Pâtisserie-Chocolaterie depuis 96. 96. Et durant toute cette période, la phase lancement jusqu'à croissance, aujourd'hui, en fait, tu es assez installé. Du coup, s'il y a des périodes que tu devais classer, genre en mode, OK, 3 périodes les plus compliquées de ton parcours entrepreneurial, ça serait quoi? Alors, par rapport à mon entreprise, pendant 15 ans, j'ai géré la librairie familiale. Donc, j'arrivais plus à faire les deux en même temps. Au départ, je devais juste donner un coup de main à ma mère et puis finalement, elle m'a tout laissé. Donc, du coup, j'ai dû mettre toutes les activités de chocolat en veilleuse, alors que c'est ma passion. Et ça a été quand même un crève-cœur pour moi. C'était un peu difficile. Donc, je suis rentrée à fond dans le livre. Et on avait la 3e plus grande librairie de la place. Okay. Et je créais les rayons. J'ai créé le bâtiment de la librairie. Je l'ai construit, je l'ai conçu. J'ai mobilisé l'équipe de maçonnerie qui a construit cette librairie. Ça aussi, c'est sorti de mon cerveau. Parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup d'imagination. D'accord. J'ai beaucoup d'imagination. Et ça fourmille tout le temps. Et quand je veux sur un projet, je sais exactement ce que je veux. Donc ça, je ne sais pas comment, mais bon, je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et donc, ça, je m'investis beaucoup dans ce que je fais. Et je suis perfectionniste en plus. Jusqu'à ce que ce soit la bonne couleur, le bon ton, le bon niveau, je suis comme ça. Et donc, quand c'est comme ça, je ne vis pas beaucoup. Hein. Je suis derrière la précision, le petit détail, voilà. Ça ne t'épuise pas? Si, beaucoup. Tu auras du mal à déléguer, non? Ouais, je ne délègue pas beaucoup. Je ne délègue pas beaucoup parce que souvent, je ne vais pas beaucoup parler. Par exemple, dans Omani, j'ai 3 personnes, on est une dizaine, j'ai 3 personnes sur lesquelles je peux m'appuyer. Tout le reste, bon, il faut parler. Moi, ça me fatigue de parler. Donc, j'appelle les têtes de pont et je leur dis, voilà la feuille de route, voilà ce qu'il faut faire. Transmettez l'information. Ok. Parce que sinon, c'est compliqué, quoi. Ouais, donc, en gros, c'est... Bon, on parle en fait de process. Si c'est bien structuré, toi, derrière, tu es là en haut, tu donnes en fait les ordres, ou bien les directives aux 3 autres et eux s'occupent en fait de manager le reste de l'équipe. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Si on revient en fait sur les périodes les plus compliquées, c'est la période où tu as laissé tomber ta passion pour se concentrer en fait sur l'entreprise familiale. Oui, professionnellement, oui. Okay. Est-ce qu'il y a eu autre période après? Non. Pas du tout? Non. Okay. C'est vraiment les 15 ans d'absence où j'ai dû arrêter de faire le chocolat. J'ai arrêté pas mal d'activités au niveau de la pâtisserie parce que le chocolat, c'était vraiment moi, quoi. Et c'est tellement délicat que je ne pouvais pas déléguer. Donc, j'ai arrêté ça. Et pourtant, j'étais la première à faire le chocolat au Bénin. OK. Ouais, il y a très longtemps. C'est la première. Et même le chocolat, les gens ne comprenaient pas. Tiens, le chocolat. Mais je livrais les hôtels. Je livrais jusqu'au Sarakawa. 2 février. 2 février, oui. Palm Beach, à Lomé. Sheraton. Hôtel du Lac, ici, l'Acropole. Je livrais les pousses café de chocolat, mais ça, j'en faisais en volume, quoi. Donc, je suis la première à faire ça. Et en gros, quand tu as commencé à faire ça, comment tu as fait pour signer ce type de client? Je suis allée les voir. Je leur ai présenté les échantillons. Je leur ai dit, voilà, je peux faire ça. Et chacun commande par 1000, 5000. Et quand c'est fait, pour Lomé, j'envoie dans des glacières. J'envoie je conditionne dans des sacs de 1 kg. Et bien soudé, j'envoie dans les glacières et puis ça part bien. OK. C'est-à-dire que si quelqu'un commence aujourd'hui de 0, par exemple, tu lui dirais, en gros, tu as ton menu où tu as juste en fait les choses que tu veux faire concrètement. Tu peux aller voir en fait les hôtels ou en fait des restaurants et tout, proposer simplement en fait. Tout à fait. Et essayer maintenant en fait d'essayer. OK. Tout à fait. Super intéressant. Maintenant, durant toute cette période, quel est le pire mois, si on peut le dire, niveau chiffre d'affaires que tu as pu faire et quel est le meilleur mois? Alors, d'une façon générale, sauf cette année, le pire mois, c'est le mois de janvier, où il ne se passe rien, parce qu'on fait le ménage et qu'on fait les comptes. Les meilleurs mois, c'est le mois d'août et le mois de décembre, les dernières semaines du mois de décembre, où les gens rentrent, font des recoupements familiales et profitent pour faire les mariages. OK. Là, c'est intéressant. Et les mois intéressants aussi, c'est le mois de mai, le mois des communions. Donc voilà, donc on a mai. Après, il y en a plusieurs. Hein. Il y a la fête des pères et la fête des mères. Mais il y a quand même pas mal de pics. De mois où on ne travaille pas vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Ok, je vois. On n'a pas beaucoup. Et niveau, en fait, ensuite, tu te dis, ok, tu as une structure de pâtisserie, comme toi, ton niveau, en gros, tu peux envisager, ou en fait, tu peux imaginer que genre, tout au long en fait, de l'année, tu peux tourner autour de combien, en fait, niveau chiffre d'affaires? De chiffre d'affaires, quarantaine de millions, je pense. Quarantaine de millions. Oui. C'est intéressant. Oui. Ce sont les chiffres que généralement, les parents se disent, ok, ces enfants sont en train d'étudier, tu lui dis, bon, ok, est-ce que l'enfant, il est passionné par ce truc? Il va se dire, ah, qu'il n'y a pas d'argent dedans. Si, mais en fait, on n'est pas à plein régime. Hein. Quand on dit 40 millions, on n'est pas à plein régime. C'est vraiment, on a fait des pics. Hein. On a fait des pics où en 2 ou 3 mois, on a fait carrément le chiffre d'affaires annuel, quoi. Ah ouais. Donc, on n'est pas, oui. Parce que là, par exemple, cette année, quand je dis que c'est sauf cette année, on a fait des coffrets et que j'ai conçus pour les fêtes de fin d'année. Et c'était des coffrets typiquement béninois. Ouais. Et ça a beaucoup plu. On en a fait plein. On en a fait plein. On a fait plus de 1000 coffrets. Donc, c'est... Waouh. Ouais. Ça, on s'y attendait pas. Mais j'ai fait des collections, quoi, avec des fermoirs en ébène, des fermoirs en plaqué, fermoirs en forme de peigne, des choses comme ça, quoi. Donc, ça a bien fonctionné. Tout ça, c'est dû à ta créativité. Oui. Okay. Et ça, j'ai créé ça cette année. J'ai présenté et puis finalement, ça a plu. Ça a plu. En fait, ça dépend, quoi. En fait, évidemment, les coffrets, c'est comme une vente en gros. Donc, on vend plus de produits. Donc, du coup, ça change les chiffres tout de suite. C'est clair, c'est clair. La question que je vais te poser là actuellement, c'est par rapport simplement à ton domaine concrètement. Aujourd'hui, les gens trouvent que faire du chocolat, c'est beaucoup plus facile d'utiliser les produits importés. Ouais. C'est facile, c'est rapide et tout. Pourquoi toi, tu as décidé d'utiliser plus en fait les ingrédients 100%? Mais parce qu'ils sont meilleurs, parce que c'est le grand luxe. Okay. Ils sont bio, ils sont sains. Avec tout ce qu'on a traversé, avec la Covid, on a parlé d'immunité, mais ce sont des produits qui nous immunisent. Donc, on ne sait pas la prochaine épidémie qu'ils vont nous envoyer. Donc, il faut se préparer, quoi. Il faut que ça arrive, mais qu'on soit sain et sauf. Donc, il faut consommer que nos produits. Un message à passer aux personnes qui passent leur temps en fait, à consommer que du fast-food ou en fait, qui voient les nourritures importées comme les meilleures nourritures, les nourritures de luxe. C'est la junk food, c'est l'horreur. C'est l'horreur. S'ils savaient ce qu'ils mangeaient. Et vous savez, le premier aliment du cancer, c'est le sucre. Ouais. L'élément qui m'a vraiment été un élément déclencheur, mes parents sont morts jeunes, sont morts de cancer. Et je me suis dit, on n'est pas des gens nécessiteux, c'est pas normal qu'on meure de ce genre de maladie. Et je pense que le 3/4, en dehors du stress et tout, ça vient également de la nourriture. Et le premier aliment du cancer, c'est le sucre. Wow. Oui, le premier aliment. Donc, si vous balayez le sucre de votre alimentation, vous vous préservez. Et ils mettent du sucre dans des produits improbables. Ils mettent du sucre dans les frites, ils mettent du sucre dans les pains, ils mettent du sucre dans des trucs incroyables. Donc, ça va faire monter votre glycémie, ça va déglinguer votre pancréas. Il faut vraiment faire attention. Toute urgence, il faut faire attention. Et puis, le fait que quand j'ai commencé à basculer en produits locaux, pâtisserie avec des produits locaux, mes premiers clients, ce n'étaient pas les Béninois, hein. Non. Les Béninois, ils me disaient « Ah, on veut des gâteaux, mais pas avec vos farines bizarres. » Les gars, ils mangent la pâte, hein, ils mangent Télibor, ils mangent la pâte de maïs, mais quand ces gâteaux-là disent farine bizarre, il y a un problème. Et mes premiers clients, c'était les Canadiens, les Italiens, les Français, les Américains, les Allemands, surtout les Allemands, parce qu'ils voulaient quelque chose d'authentique. Voilà. OK. Mais si tu as cette clientèle, est-ce que c'est dû à ta localisation, c'est dû à l'environnement dans lequel tu as grandi ou comment, concrètement? La localisation, je pense que ça compte beaucoup. Parce que pendant longtemps, c'était quand même un quartier résidentiel pour les institutions, les expats et tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes dans un trou, que vous faites des produits comme ça, vous allez vendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens recherchent ce genre de produits. Ils veulent une authenticité, ils veulent des produits qui ne leur abîment pas la santé. J'ai eu un client qui est venu un jour, il me dit, il est camerounais, il m'a dit de lui présenter la pâtisserie, donc je lui ai expliqué. Et il me dit, ouais, moi je suis le directeur export de Mademoiselle Dessert, qui est une grosse boîte de desserts. Ils ont 500 pâtissiers entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Ah ouais. Et il me dit, c'est un gros truc, hein. Il me dit, nous on a financé OUI. Pour moi, si j'arrive à la pâtisserie OUI, c'est vraiment le Graal pour moi. Il me dit, vous savez ce que vous faites de façon empirique? Nous, on le fait de façon scientifique. Ça veut dire que les clients qui viennent acheter un éclair, une forêt noire chez nous, ils sont suivis par l'Institut Pasteur. On mesure l'impact glycémique, on mesure le gras pour les prévenir de l'AVC, tout ça. Et il dit, vous êtes avant-gardiste. Parce que si tout le monde ne fait pas comme vous, dans un futur très proche, il n'y aura plus de clients pour les pâtisseries qui utilisent des produits chimiques. Et il me dit, il suffit d'1 gramme. Vous savez, avant, on disait
Quand vous avez 1,4 g, vous avez de la glycémie. Aujourd'hui, c'est 1,2 g. Okay. Mais 1,2 g, quand on baisse à 1,2 g, vous avez le spectre que ça englobe. Ça veut dire que si l'année dernière, on vous avait dit que c'est 1,4 g que vous avez de la glycémie et que vous faites le test et c'est 1,3 g, vous n'avez rien l'année dernière. Exactement. Mais cette année, si on dit que c'est 1,2 g, vous êtes dedans. Ouais. Donc, vous avez le nombre de personnes qui sont... Et donc, du coup, on va leur vendre des médicaments, on va leur vendre des produits, ça va abîmer les yeux, on va vendre des médicaments contre les yeux, contre les maladies des yeux, et ainsi de suite. Donc, il faut que ça s'arrête. Ouais. Il faut que de toute urgence, ça s'arrête. Parce qu'il y aura de plus en plus de diabétiques, de plus en plus d'hypertendus, de plus en plus de gens sujets aux AVC. Et nous, en Afrique, on a plein de choses. On est immensément riches. Et nous, les Africains, nous sommes les derniers à être au courant qu'on est riches. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui essaient en fait de faire du Made in Africa. On le voit avec des foires qui se multiplient et tout. Mais ce n'est pas eux tous qui arrivent vraiment à s'en sortir en produisant. Parce que déjà, les consommateurs locaux, je pense que la dernière fois, on était en train de discuter. Tu disais, OK, nous sommes jeunes, on consomme beaucoup. Ils seront tous prêts, les Occidentaux seront prêts en fait à avoir une population jeune qui consomme en fait comme nous. Bien sûr. Ouais, mais le problème, c'est qu'ici, étant donné que la jeunesse ou la population n'est pas ouverte à l'idée de consommer local, les gens en produisent, mais ils ont du mal à s'en sortir. Et comme ils ont du mal à s'en sortir, ils n'arrivent pas à tenir en fait le plus longtemps possible. Il y a plusieurs facteurs. Okay, il faut savoir que les produits importés, ce sont des produits chimiques, ce sont des produits low cost en fait, donc ça coûte pas cher. Ouais. Alors que nos produits qui sont faits, par exemple, je prends l'exemple des farines, je prends la farine de blé qui sera à 375 le kilo. La farine de fonio, elle est à 2200 le kilo. Vous voyez l'écart déjà. Donc, quand je fais un gâteau, je le vends à 8000, on me dit « Ah, mais elle est chère. » Oui, forcément, elle est chère. On ne peut pas comparer une Rolls et puis une 2 chevaux. Il faut appeler un chat un chat. Non, mais c'est vrai. Donc, non, mais c'est ça le problème. C'est que si je fais une pâtisserie avec des produits de première qualité, à la fin, il va coûter cher. Logique. J'achète des mangues. J'achète 2 mangues chez Vert Fleuri, qui est la seule personne que je connais sur le territoire qui a 50 hectares bio au Bénin. Quand je dis bio, j'ai visité, c'est vraiment bio. Eh bien, j'achète 2 mangues chez lui à 3000 francs. Et je vais faire un dessert d'exception avec. Donc, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère parce que comme ce n'est pas produit à grand rendement, eh ben, c'est cher. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas une productivité, il n'y a pas une économie d'échelle. Exactement. Voilà, ce n'est pas industriel. L'industrie, c'est clair que c'est produit à grande échelle, donc on réduit les coûts de production. Là, ce n'est pas le cas. Le fonio, c'est trié à la main. Vous avez vu comment c'est, les grains de fonio? C'est tout petit. Et ben, les femmes à Boukoumbe, elles trient à la main. Quand elles prennent des stagiaires, les filles, elles refusent. Elles disent, mais c'est quoi ce boulot de con où ça ressemble au sable. Ouais, mais est-ce que, vu comme ça, est-ce que ça ne veut pas dire simplement que, en gros, les bonnes nourritures, ou bien les nourritures qui sont vraiment pensées pour la santé, c'est réservé aux gens qui ont fait les moyens? Ça dépend. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un gâteau. Mais de savoir que le fonio, c'est comme le quinoa. Le quinoa d'Amérique latine, c'est l'équivalent du fonio. C'est intéressant de manger du fonio. Au lieu de manger le couscous importé, il faut manger le couscous de fonio. Donc, c'est important de savoir que vous n'êtes pas obligé de manger un gâteau. Ça, ce n'est pas forcé. Mais vous pouvez manger, savoir les vertus que vous apporte ce que vous mangez sur place. Ouais. Et puis, un truc hyper important, même si on va en faire sur le côté, OK, que ça coûte cher, la réalité, au moins là, tu planifies et tu achètes en fait ce que tu veux manger. Alors que si on essaie de voir, tu es là, tu n'as rien, et tu tombes malade, tu ne sais même pas en fait ce qui se passe, tu te retrouves dans une situation beaucoup plus compliquée. Donc, si on essaie de prendre les coûts, l'argent qu'on dépense dans les médicaments et tout. Et que vous avez une grande quantité de quelque chose qui n'est pas cher, alors que la vraie politique, c'est de se dire, on va manger moins, mais on va manger qualité. Exact. C'est tout. Mais moi, je veux prouver, ma quête, c'est de prouver qu'on peut faire des apéritifs, on peut faire des brunchs avec uniquement nos produits. Et du coup, depuis que tu es dans le domaine et que tu as assez en fait d'expérience, tu dirais que quelqu'un qui veut valoriser ou qui veut produire un truc à 100% ici, c'est quoi leurs plus grosses difficultés qu'ils font face? Pas dire l'approvisionnement. Moi, je peux donner. Les approvisionnements, c'est des petites filières. Il faut être sûr aussi de la qualité de ce qu'on vous livre. La plus grosse difficulté, non. Si la personne, même si elle n'est pas en plein centre-ville, elle peut très bien vendre en ligne. Donc, une fois que c'est bien fait, elle peut vendre en ligne. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme difficulté? Peut-être financière. Peut-être pour monter, comme tout, pour monter une entreprise, il faut monter son
La son logistique labo. aussi. Oui, c'est ça. La formation aussi. Oui, la formation. Parce que c'est beaucoup d'essais. Nous, avec les farines ne se comportent pas du tout de la même façon. Donc, c'est beaucoup d'essais. On fait, on jette, on fait, on jette. Pour avoir les reins solides. Donc, parlons de formation. Est-ce qu'il y a des centres qui forment les gens à tout ça? Aux farines locales, je ne connais pas. Moi, je prends des stagiaires de temps en temps. Mais je prends comme je ne veux pas me prendre la tête, je prends des gens qui sont déjà assez avertis en pâtisserie. Et donc, on leur montre la différence qu'il y a entre les farines, le comportement de chaque farine. Mais dans ma connaissance, pas vraiment. En général, même quand les gens disent on est diplômé de telle école qui viennent chez moi, on rase tout, on commence à zéro. Tu n'as jamais pensé en fait à l'idée, parce qu'au début tu me disais que ton objectif c'est simplement en fait transmettre cette connaissance. Tu ne t'es jamais dit ok, ce serait bien, ou l'idéal serait par exemple de commencer à former en fait la nouvelle génération de pâtissiers locaux? Si, ça me plairait. D'avoir un centre de formation et de pouvoir... Si, ça me plairait, absolument. Et qu'est-ce qui te bloque là-dessus? Le temps. Le temps, et puis il faut recréer une autre structure et puis financer. Donc, c'est un autre projet, quoi. Si ce que je fais actuellement peut tourner tout seul, sans mon intervention, je peux aller faire autre chose. Mais tu penses qu'aujourd'hui, parce que ça fait des années que la pâtisserie, elle existe, tu penses qu'aujourd'hui, la pâtisserie ne peut pas tourner 100% sans que tu sois là? Non, parce qu'on n'est pas encore... mais ils ne sont pas encore bien rodés dans le process. Et puis, je suis le contrôle qualité. Voilà. Okay. Donc, à chaque fournée qui sort, c'est moi. Chaque fois. Un gâteau au chocolat sort, je dis ça, c'est pas le mien. Ça, c'est un gâteau de rue, mais c'est pas mon gâteau. Et je suis pas avec eux, mais je dis, mais il manque tel produit, il manque tel produit. Ils me regardent, je dis, oui, c'est vrai. Il n'y a personne qui peut faire ça à ta place? Ils reconnaissent pas. Okay. Parce que vous avez vu comment le gâteau c'est moelleux à l'intérieur et puis une croustillant dessus. Ils reconnaissent pas. Ils voient pas la différence. C'est l'éducation, hein. Ils voient pas la différence, ils voient pas les nuances entre les choses. Donc, c'est l'expérience aussi. L'expérience, la passion, l'exigence, tout ça mélangé, quoi. Mais moi, je me dis que aujourd'hui, même si derrière la pâtisserie ne peut pas tourner seule, il va falloir trouver en fait une solution, parce que après tout, c'est le seul moyen pour toi de pouvoir plus impacter à l'échelle en fait que tu veux. C'est vrai. Mais aujourd'hui, ton expérience et tout ce que tu as appris, toutes tes connaissances et tout, si tu ne le transmets pas, on va toujours aller se former chez des personnes qui font en fait de la mauvaise bouffe. Et bon, et c'est pas reconnu. C'est comme tout à l'heure quand j'étais avec Rhodes, c'est exactement ce qu'on disait. Elle a dit, elle est arrivée à Cotonou, elle a cherché en fait des pâtisseries, elle n'a pas trouvé. Et là, je lui ai dit, il faut vraiment que tu fasses. Faire un tour. Du coup, c'est hyper important. Je me dis que ça pourrait être intéressant, ça pourra changer la vie en fait de pas mal de jeunes, et surtout ça pourra donner en fait une bonne directive pour les jeunes, parce qu'il y a des personnes. Je pense qu'on était parti à l'université la dernière fois, on était tombé sur une jeune fille là qui disait sa passion en fait c'est la pâtisserie, mais elle est en train de faire le droit actuellement. Elle dit qu'elle fait parfois des chocolats. Mais j'ai eu il y a une école sur le campus qui récupère des jeunes qui ont fait un DUG et qui finalement ne veulent plus faire les filières générales et qui viennent faire de la pâtisserie. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, je me dis, s'il y a une structure qui est là, qui est carrée, avec tout ça, ça peut être intéressant. L'État est en train de mettre en place des centres de formation. Maintenant, je ne sais pas si ils ont pensé aux farines locales. Je ne sais pas s'ils y ont pensé. Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire avec. Ça, c'est ce que tu entends le dire, mais c'est basé sur toi, ton expérience. Et si c'est pas encore popularisé, ou que ces personnes déjà même qui vont prendre les décisions, ce ne sont pas des personnes qui sont dans le domaine et peut-être qui ne sont même pas éduquées par rapport à cela. Donc, ça serait très compliqué pour ces personnes de se dire, bon, OK, on va intégrer ça. Non, ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, ils ne savent pas, ils ne vont pas le faire. Mais les gens qui mettent en œuvre ces programmes-là, de façon individuelle, viennent acheter chez moi. Ils savent très bien. Mais bon, peut-être que ce qu'ils lisent dans mon regard, c'est qu'elle n'est pas facile à driver. Peut-être qu'ils veulent quelqu'un de malléable, quoi. Donc, c'est pas le cas. Mais ils le savent, hein, parce que les gens savent ce que je fais. Hein. Depuis des années, les gens savent ce que je fais. Bon. Peut-être qu'avec le temps, ça se mettra en œuvre. Souvent, on dit le temps, mais est-ce que c'est vraiment le temps qu'on a besoin? Parfois, il faut juste que nous-mêmes, on le crée. On crée les choses, qu'on essaie de changer les choses. Même si c'est à notre échelle, ne serait-ce que 5, 10 personnes en fait, chaque année qui apprennent quelque chose, qui commence. Déjà, ces 10 personnes, c'est comme ça devient des disciples qui vont commencer à évangéliser, qui vont parler en fait, du produit, qui vont parler en fait, de la pâtisserie Made in Africa, locale et tout. Et eux aussi, peut-être qu'ils vont évangéliser à 5 d'autres personnes, ainsi de suite. Et ça va créer. Mais quand on est là et on se dit, bon, OK, quelqu'un le fera, ou en fait, les gens savent ce qu'on fait,
Mais la réalité, c'est que tout le monde est égoïste. Les gens ne pensent qu'à leur gueule. Aujourd'hui, ils vont venir, ils vont acheter, ils vont manger, ils vont dire « Ah, c'était trop cool ». Mais demain, ils pensent que juste à manger. Exactement. Donc, ils pensent qu'à manger, mais ils ne vont jamais s'asseoir et se dire « Ce que je fais, ça peut impacter en fait la jeunesse, ça peut aider de nouvelles personnes. Je sais que il y a des enfants, des jeunes aujourd'hui, tu regardes sur des stories, ils vont mettre « Ah, je fais en fait du chocolat, je fais du gâteau aussi. » Il y a quelqu'un qui fait chose qu'on appelle l'anniversaire et tout, je suis là pour produire et tout. Mais ça serait toujours bourré par le blé et tout ça. Ah, mais absolument, avec des produits chimiques. Et puis surtout, c'est pas cher. Exactement. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment des trucs à la crème, des produits de synthèse. Terrible. Donc, l'idée pour impacter plus, je pense que la meilleure solution, c'est de faire un centre de formation, oui. De transmettre. Même si ce n'est pas un centre de formation, déjà commencer tout petit. J'ai des stagiaires régulièrement. Mais ils viennent, par exemple, j'en ai un qui a commencé lundi, mais c'est 2 mois. Mais 2 mois, il ne peut pas s'approprier tout. Évidemment. Ça ne suffit pas. Donc, souvent, c'est 2 mois. J'ai eu 3 personnes que j'ai formées qui sont allées ouvrir des pâtisseries au Niger, au Nigeria. Mais voilà, c'est très rare. Et puis, il y a une chose aussi, c'est que j'aime lire de l'intelligence dans le regard des stagiaires parce que je ne suis pas pédagogue. Je n'ai pas le temps. Et surtout quand ils viennent comme ça, même s'ils payent une modique somme, ce qu'ils me gaspillent, ce qu'ils me brûlent, c'est beaucoup. Donc, j'aime lire de la passion dans le regard des stagiaires et puis de l'intelligence aussi. Me dire, bon, celui-là, il va comprendre les choses rapidement. Oui, ça, je fais. Ça aussi, c'est un ouais. Je pense que si c'est un niveau passion et détermination, il y en a pas mal en fait. Il y en a plein. Il faut juste qu'ils soient informés et qu'ils sachent qu'il y a un potentiel pour eux derrière. Tu vois. Je pense qu'on est dans une culture africaine où la seule chose qui justifie un truc, c'est le diplôme. Ou une institution carrée. Quand tu dis à ton papa, OK, je vais devenir tel truc, en Occident, il y a beaucoup d'écoles en fait, de pâtisserie et tout. Mais si tu dis, OK, je vais devenir pâtissière et tout, ils vont se demander, mais quelle étude tu vas faire et tout. Mais imagine, il y a vraiment une vraie structure et tout, une école reconnue, peut-être avec une certification, tout ça qui sort. Les parents se disent, ah, ouais, c'est vraiment professionnel et tout. Exactement. Et puis on les aide à trouver du travail. Du travail et tout. Et donc, ça va permettre aussi de commencer à insérer. C'est lourd, tout ça. Ouais. C'est lourd. C'est lourd. Je pense que c'est le prix aussi de l'impact aussi, tu vois. Donc, c'est le prix de l'impact. Maintenant, supposons une personne, un jeune, qui est passionné par simplement la pâtisserie et qui a décidé, par exemple, de se former. Et qui veut se lancer. Et son rêve, ça serait, bon, OK, moi, je pars de rien, je n'ai rien du tout. Je veux vraiment, en fait, pouvoir avoir, après tout, mon local au niveau de la heavy pour toucher, en fait, genre, un marché beaucoup plus élevé et tout. Quel serait un plan d'action concret que tu pourrais le donner? Déjà, il n'a qu'à trouver quelqu'un qui va le financer parce que la heavy, ce n'est pas donné du tout. Okay. Moi, je n'ai pas de mérite parce que c'est chez moi. Okay. Mais sinon, s'il doit sortir de quelque part du Bénin et dire qu'il va s'installer à la heavy, c'est extrêmement cher. Okay. À moins qu'il trouve un bailleur, il trouve quelqu'un qui le finance, sinon c'est cher. Et on n'est pas obligé d'être là pour pouvoir toucher. On n'est pas obligé d'être là. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de réseaux sociaux, il y a Instagram, il y a TikTok, donc c'est possible de communiquer pour que les gens, pour driver la population vers son business. Donc ça, c'est pas un problème, ça. S'il va venir se mettre au routier, il peut, mais est-ce qu'il va tenir longtemps? Maintenant, supposons, avec toi, ton retour d'expérience, tu veux partir en fait de zéro. Comment tu t'y prends là? Comment tu vas te prendre concrètement? De zéro à mon âge, là, comme ça? C'est comme si tu donnais un conseil à quelqu'un qui a aujourd'hui 20 ans, un truc comme ça, et qui veut se lancer concrètement, step by step. Qu'il se forme déjà, qu'il soit passionné par ce qu'il veut faire. Ça, c'est un moteur parce qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il faut les assumer. Ensuite, il faut qu'il commence doucement, qu'il n'ait pas peur. Moi, quand j'ai ma première journée à Omani, j'ai fait 15 000 francs. OK. Première journée. Et donc, j'ai eu le vertige. J'ai dit, waouh, que je vais m'en sortir avec ça. Et c'est avec ça que j'ai acheté les chaises, j'ai acheté les machins, je suis allée doucement. Il ne faut pas aller trop vite. Tu as un peu d'argent, tu achètes les tables, les chaises. Il ne faut pas être prétentieux. Tu achètes de la vaisselle, ainsi de suite, quoi. Il faut aller piano, au fur et à mesure, avancer doucement jusqu'à pouvoir se permettre. Il ne faut pas avoir peur de s'avancer, faire des économies, démarrer. Si au départ, il n'y a pas tout, mais ce n'est pas grave. Commencer quand même. Il faut commencer quand même. C'est qu'il faut, comme disait Martin Luther King, il faut regarder la première marche. Il ne faut pas regarder les escaliers. Juste mettre un pied sur la première marche. Et après, deuxième marche. Ainsi de suite. Voilà.
Quand on regarde les escaliers, on ne fera rien. Ah, ouais. On aura le vertige, on se dit, oh là là, c'est trop, il y a trop de choses à faire pour que j'arrive à tel niveau. Donc, Mais l'écart, il est énorme. Tu fais une journée à 15 000 ou tu fais l'année à 40 millions. C'est incroyable. Ouais. J'ai commencé à 15 000 francs. 15 000 francs, j'ai acheté 1 kilo de farine au supermarché, un plateau d'œufs. Là, qu'est-ce qu'on fait comme plateau d'œufs? On fait 30, 40 plateaux par semaine pendant les fêtes. Okay. Sinon, le régime normal, c'est 15 plateaux semaine. OK. Et donc, ça fait quand même 15 fois 30. 30. Oui, on a changé. Les sacs de farine, les sacs de sucre, on a changé. Mais comment vous vous organisez pour tu vois, le stock, J'ai des fournisseurs. J'ai des fournisseurs, j'appelle le service de livraison, ils me livrent. Je les paye. Par Momo, ils me les livrent. Moins mon personnel est sur la route, mieux je me porte. Je préfère déléguer un service de livraison qui ramasse mes produits, qui me les livre. Donc, on fait un approvisionnement les lundis. Chaque lundi? OK. Chaque lundi, on rentre les produits et on dispatche. On les conditionne sur tout ce qu'on fait. La farine, par exemple, on la tamise. On la conditionne en sac de 1 kg selon l'usage. Si c'est la farine de blé, parce qu'on fait encore des viennoiseries à farine de blé, c'est des sachets de 2 kg. La farine de souchet, 1 kg, parce que quand on commence le gâteau au chocolat, c'est 1 kg. Farine de souchet, qui est une farine légèrement sucrée, on fait par 500 grammes. C'est des cookies avec. Donc ça dépend de l'utilisation, mais on conditionne toujours. On conditionne, on ferme, comme ça on est sûr que c'est en sécurité. Oui, parce qu'on est quand même sous les tropiques. On peut très vite avoir l'humidité, l'humidité. Voilà. Donc on fait attention à ça. Voilà. OK. Là, je pense que aujourd'hui, vous commandez, tu reçois, tu conditionnes. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des pertes? Quand j'ai des mauvais stagiaires, oui. Ils brûlent. Voilà. Mais quand c'est comme ça, c'est pas agréable. Mais sinon, non. En général, on recycle les choses. Par exemple, on a des croissants. Quand on n'a pas vendu, on ne les réchauffe pas, mais on fait des diplomates avec. On transforme ça. Donc, on recycle. D'accord. On recycle les choses. Donc, je pense qu'on a fait en fait vraiment un petit tour sur tout ce qui est en fait ton activité là. Du coup, c'est quoi en fait tes objectifs sur le long terme par rapport au Omani? Pouvoir standardiser la production. Franchiser, parce que ça, c'est très, très demandé. Les gens me demandent tout le temps, vous voulez pas ouvrir ici, vous voulez pas ouvrir ça? Le seul moyen d'ouvrir, c'est de franchiser. Pour moi, parce que je ne vais pas aller courir, aller chercher, ouvrir un autre site. Et exporter. Vraiment, faire du volume et exporter. Est-ce que il y a déjà les actions qui sont... Oui, c'est à court terme, oui, bien sûr. Parce que j'ai un fils, mon aîné, il vient de terminer l'ESSEC, donc il est très dans le commerce. Le commerce, Et lui, c'est lui qui gère toute l'image de Omani. Et c'est lui qui nous trouve des clients. Il nous trouve donc là, c'est vraiment éminent, quoi. Et on attend les devis de transport. Sinon, on livre à Abidjan, on livre au Congo, on livre un peu partout, quoi. Mais ce qu'on veut, c'est livrer un plus grand volume. Là, on utilise le e-commerce de DHL. Mais sinon, on veut livrer en demi-container. Donc, bien demi-container, container, voilà. Et pour ce faire, il faut que le transport soit bas. Le coût du transport. Donc, le plus gros défi actuellement, en fait, c'est beaucoup plus le transport, oui. Est-ce que, au lieu de dire, OK, on produit ici, qu'on importe, avoir un moyen, en fait, de production sur place? Où? Là-bas? À l'étranger? Oui, mais l'étranger, où? Parce que c'est demandé en Europe, au Canada. Bon. C'est ça? Non, je pensais beaucoup plus à ici, en Afrique. C'est-à-dire avoir une unité de production par exemple, en Côte d'Ivoire, Togo, tout ça. Oui, pourquoi pas. Oui, mais le problème, c'est que est-ce qu'on trouvera tous les produits en Côte d'Ivoire, tous les produits qu'on trouve ici? C'est ça aussi ta créativité. Ça veut donc, dire que, il faut adapter. Avec alors, j'ai pas fini. Alors là, vous me mettez au travail à vie, là. J'ai besoin de repos. Oui, bon, ça c'est clair. D'après ce que tu as dit aujourd'hui, tes enfants, c'est vraiment en fait ta priorité. Et souvent aujourd'hui, les femmes se disent, OK, si je vais réussir, il faut que je fasse le choix entre la vie perso ou en fait le business. D'autres disent, en fait, je ne peux pas me lancer en entrepreneuriat, il y a trop de risques, il y a la famille qui est là et tout. Et vous, concrètement, en fait, comment vous gérez ça? Alors, je vais vous donner deux visions. Moi, selon ma vision, j'ai pu gérer les deux. Et mes enfants vous diront, on a toujours vécu avec Omani comme quatrième enfant. Voilà. Donc, mes enfants me disent ça, ils me disent, mais qu'Omani est trop présent, à tel point qu'ils me demandent même de changer de numéro de téléphone. Je trouve que c'est pas normal que mon numéro sur lequel on m'appelle soit également celui où les clients m'appellent.
Mais ils me disent, on a toujours vécu avec Omani entre nous. C'est un petit peu de jalousie, quoi. Donc, c'est leur vision. Mais moi, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que je les ai mis en priorité, mais eux, non. Et ils disent que non, que Omani a toujours été là comme un quatrième enfant. Donc, Parce que pour faire tourner ou pour faire évoluer une entreprise, on a besoin de fournir assez d'énergie. Et puis, c'est de l'artisanat. Ouais. C'est de l'artisanat. Là, par exemple, je disais, on a fait des bouillies pour le ramadan. Et c'était des bouillies. On les a faites, on a fait goûter aux clients. On a enlevé des ingrédients, on en a rajouté. Pareil pour les infusions. C'est très... ou bien on fait infuser. Et puis, au bout de 10 minutes, on a un arrière-goût amer. Donc, on sait quel élément donne ce goût amer. Donc, on l'enlève des infusettes et on refait encore. Donc, tout ça, ça demande du temps. Ça demande du temps. Ça se comprend. Je ne peux pas sortir un produit s'il n'est pas juste parfait. Pour moi, il faut que ce soit unanimement parfait. Que tout le monde l'aime. Là, je sais que bon, on y va. C'est intéressant. Toi, de ton point de vue, j'arrivais vraiment en fait à trouver cet équilibre. Mais bon, pour les enfants... C'est pas ça. Pour les enfants, c'est pas ça du tout. Oui, et puis bon, ça se comprend aussi parce que bon, chez toi, vraiment, c'est beaucoup plus manuel. On a tout le temps besoin en fait de toi et du coup, je pense que c'est assez intéressant, c'est assez important en fait de noter ça. On va parler du fait que aujourd'hui, tu es quelqu'un, j'ai envie de dire, qui a beaucoup d'expérience sur le côté, ok, je suis revenu, j'ai fait la diaspora, je sais en fait ce qu'il y a là. Aujourd'hui aussi, vos enfants qui sont en fait de la diaspora, vous comprenez en fait les réalités, vous comprenez aussi les réalités ici sur le terrain. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez en fait des personnes qui pensent que le seul moyen de créer la richesse quand tu es africain, c'est d'aller en fait en Occident? Je trouve ça dommage. Je vais vous dire quelque chose, que mon fils a eu son bac et il m'a dit, il a été pris à l'ESSEC et à son école, il était le seul à avoir été pris. Il me dit, c'est quand même incroyable, il avait 18 ans. Il me dit, c'est quand même incroyable, 60 ans d'indépendance, pour faire de grandes études, tu es obligé de partir à l'étranger. Ça m'a crevé le cœur, parce que c'était encore un bébé, et il n'avait pas envie de partir. Mes enfants, c'est des Africains, ils adorent le Bénin. Mes enfants adorent le Bénin. Ma fille, dès qu'elle a une éclaircie, elle rentre. Donc, c'est dommage que quand on veut faire des choses, des diplômes reconnus à l'international, on soit obligé de partir. Alors, si on avait des écoles comme... du niveau de Polytechnique ou bien de Harvard ici, on partirait pas. On partirait pas. Mais tout le monde ne veut pas être intellectuel. Tout le monde ne veut pas être intellectuel et je crois beaucoup au développement par l'artisanat, par les petites entreprises, par les gens qui sont manuels. Parce que intellectuel ne veut pas dire intelligent. Intelligent, ouais. Pas la même chose. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, en Afrique, on n'a peut-être pas besoin, une certaine élite peut penser, structurer, donc être d'un certain niveau, mais le 3/4 de la population a besoin d'être un excellent mécanicien, excellent électricien, excellent. Il faut que les gens soient excellents dans les petits métiers qu'ils font. Pas des bricoleurs, pas des bidouilleurs. Non. Je donne un exemple, moi j'avais une BMW et j'ai eu un problème et le gars il voulait me changer un moteur. Il me dit oui, il a un moteur, je ne sais plus quelle marque. Il va mettre à la place. Je dis ça va pas, non? Je dis on ne peut pas mettre un moteur Peugeot dans une BMW. C'est ça. Ou bien quand vous emmenez une voiture avec de l'électronique, quand ils ne comprennent pas, ils déconnectent tout. Et ça, c'est pas normal. C'est pas professionnel du tout. C'est pas professionnel. Donc, on a besoin que dans ces métiers-là, il y ait des formations artisanales de haut niveau. Et je pense que ça participerait vraiment au développement. Oui. Je pense que c'est la deuxième personne qui parle de ça. Oui. J'avais fait aussi l'interview avec M. Firmin. Il a remonté en fait cette problématique en fait des maisons en fait d'auto et tout. Il a pris aussi le même exemple et tout. Mais aujourd'hui, quand, par exemple, on va demander, par exemple, aux jeunes, c'est quoi en fait leur passion et tout, on dit que les parents, pour eux, c'est très compliqué de se dire, OK, mon enfant, il va devenir en fait mécanicien, il n'y a pas de gloire là-dedans. Mais on s'en fiche de ça. C'est pas ça le problème. Il faut être le meilleur dans sa catégorie. Le meilleur. Je donne un autre exemple. J'ai eu, au mois de décembre, j'ai eu des fuites d'eau dues à la pression du suppresseur. Et c'était le ballon d'eau chaude. Okay. Le ballon d'eau chaude était dans la salle de bain de mes enfants. Et donc, ça alimentait toute la maison. Et il y avait des fuites d'eau. Donc, le plombier est venu. Il a identifié les fuites d'eau. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, on va changer le ballon et on va refaire toute l'adduction d'eau en apparent. Je lui dis, quoi? Mais ça va me défigurer la maison. Ah oui, madame, on ne peut pas faire autrement. Je dis, si, on va faire autrement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des petits chauffe-eau qui ne coûtent rien. On peut placer dans chaque salle de bain. Ça nous faisait
5 salles de bain. Et donc, on pouvait passer. Ça me coûtait quoi? 35 000. Donc, ça a chuté complètement le devis qu'il m'avait fait. Mais il soutenait mordicus que c'était la seule solution. Donc, après, on casse. Après, il faut changer le carreau. Après, il faut machin. C'est sérieux. Ouais, totalement. Et c'est que ça. Et si vous ne faites pas attention, vous avez quelque chose de standing et ça se dégrade très rapidement parce que le gars, il n'est pas au point. Ouais, et c'est dans tous les métiers, le plombier, l'électricien. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Le problème n'est pas en fait les métiers, mais il faut avoir une bonne formation pour être pointu dans ce que tu fais. Il faut être excellent. Quand je suis arrivé, on avait un problème en fait de Wi-Fi. On a fait venir les gars pour installer, changer. Et du coup, le maisonnier, en gros, il avait pensé simplement à ça, à la base, donc faire passer la fibre dans le mur et tout. Les gars, ils sont arrivés, ils ont dit non, que c'est pas possible, ça peut pas marcher. Tout, non, ils vont repartir, ils ne peuvent pas le faire. Le gars, il m'a dit, OK, s'il veut repartir, il peut repartir. Lui, il avait tout prévu depuis le début et tout. Donc, il va demander à son électricien qu'il vienne installer ça. Et lui, il est venu l'installer. Et tout ce qu'il disait que ça ne va pas se faire, l'électricien, quand il est venu, il a fait ça en CSK2, bah voilà. Et puis, il est parti. Voilà. Donc, parfois, ouais, il ne s'agit pas juste d'avoir en fait une petite compétence, mais avoir une compétence très poussée dans ce que vous faites. Et du coup, je pense que c'est ce qui va faire une grosse différence sur le marché. Donc, tout le monde n'a pas besoin de partir. Franchement, il y a des grandes écoles dans les pays comme la Tanzanie, comme le Zimbabwe. Il y a des pays... Moi, je pense que si je connaissais des gens là-bas, je n'aurais pas envoyé mes enfants en France. Je les aurais envoyés dans ces pays-là. Parce que je me dis, on doit apprendre sur le plan intellectuel ce qui est utile à notre continent. On ne va pas aller faire des grandes études pour aller travailler chez eux là-bas. Non, il faut qu'on revienne chez nous. Et donc, ces écoles-là font des formations complètement adaptées à notre continent. Je pense que aussi c'est dû aussi au problème en fait, de planification et tout. Par exemple, nous, après le bac, on m'envoyait au Maroc et tout. C'était le gouvernement qui m'envoie en fait, au Maroc et tout pour la formation. Mais la majorité des personnes qu'on envoie, des boursiers et tout, quand ils finissent, il n'y a même pas... On t'envoie, on te dit, OK, tu fais, voilà la bourse dans ce domaine, vas-y, fais-le. En fait, ce n'est pas planifié. C'est pas adapté. Ouais. En mode, OK, nous, dans 5 ans, on a des projets de faire ce truc-là. Donc, on aura besoin des experts, par exemple, en génie civil, un truc comme ça. Donc, on dit, OK, on va former 10 personnes, on va envoyer 20 personnes et tout, comme ça. Quand ils finissent, ils reviennent, ils savent que dans le projet ou dans le programme en fait, de développement du pays, il y a ce talent qu'on a besoin, du coup, on va revenir. Donc, la majorité finissent et ils se demandent, OK, je fais quoi en fait maintenant? Là-bas, peut-être tu t'es formé dans un domaine qui a un gros potentiel. C'est d'ailleurs pour ça que les pays là, ils ont lancé en fait les filières. Mais tu regardes chez toi, il y a même pas en fait de possibilité. Tu te dis, bon, OK, vas-y quoi, je fais comment? Tu te poses la question, je fais comment? Je connais des gars qu'on a envoyés qui sont dans tout ce qui est, par exemple, pilotage de drones, les drones agricoles et tout. Ils finissent, se demandent, ouais, OK, ici, la production, c'est pas aussi avancé. Il n'y a pas les gens qui ont des fermes énormes. On aura besoin, en fait, de quelqu'un qui va venir piloter, en fait, le drone. Donc, il fait quoi? Il reste là-bas, il revient. La question, elle est là, tu vois. Je connaissais, quand j'ai eu mon bac, j'avais l'ami d'un ami. J'étais impressionnée parce qu'il a eu une bourse pour être pilote militaire. Il a eu la bourse en Russie. J'ai dit, OK, mais il est béninois. On ne va jamais l'embaucher là-bas. Ça, c'est clair. Il faut qu'il rentre, il n'a pas d'avion. Il va faire quoi? Pourquoi il a accepté cette bourse? Ah, mais il faut qu'il sorte du pays. Voilà. Alors donc, il est revenu. Il a passé des années là-bas, en Russie. Il a eu le froid, la Sibérie et tout. Puis il est revenu, il s'est assis à la maison. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi offrir des bourses qui ne sont pas adaptées? On n'avait pas l'ombre d'un avion militaire. Mais ici, puis militaire pour qui? On était un pays en paix à l'époque, donc je ne comprenais pas très bien. Pourquoi on lui avait fait faire cette bourse-là? Le truc, c'est justement ça. C'est parce que ces bourses, c'est cadeau. Ouais, tu as ces cadeaux. Tous les cadeaux sont pas bons à prendre. Ces cadeaux, donc ils acceptent tranquille, tu vois. Du coup, Christelle, est-ce qu'il y a des anecdotes personnelles sur toi que tu aimerais nous partager? Sur moi? Ouais. Je me rappelle pas, non. Sur mes, je sais pas. Sur mes enfants, oui. Sur mes clients, oui. OK. On a tout oui. Ah, sur mes clients, c'est des anecdotes par rapport au Black Cake, qui est mon gâteau emblématique, où ils ont tous des comportements. Ils viennent, ils me disent oui, je veux ma dose. Je dis ah bon, on en est là. J'ai une pharmacienne qui l'appelle le diable. Ah ouais. Elle appelle le diable. Elle me dit elle achète. Elle fait j'ai acheté le diable. Elle le met au fond de son officine quand il y a du monde. Elle ferme à double tour. Elle me fait. Et quand tout le monde est parti, elle a 75 ans. Hein, quand tout le monde est parti, elle fait
Le diable. J'ai dit, est-ce qu'elle n'est pas en train de péter un câble? Parce que c'est bizarre. J'ai que des... Vraiment, je peux avoir un storytelling sur le black cake. Ils ont des rapports bizarres avec ce gâteau-là. Vraiment. J'en ai plein. Ça, c'est incroyable. Ouais, j'en ai plein. Genre, un gars qui vient en gros 4x4, costume, cravate, la tête austère, et puis me dit j'aime pas le chocolat. Même pas bonjour. Hein. J'aime pas le chocolat. Je réponds pas. Je le regarde, il fait je veux 10 black cakes. Je réponds pas. Je prends un sac, je mets les 10 black cakes et il s'en va. Il paye. Ni bonjour, ni bonsoir, ni merde. Je dis non. Que des gens comme ça, quoi. Que des gens, ils viennent comme des robots, ils viennent. Et s'il n'y en a pas, ils me font des histoires. Donc, ça me fait plaisir aussi parce que il y en a qui me disent j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de magnésium. Tous les prétextes sont bons, hein. C'est sont gourmands. Hein. J'ai besoin de douceur, j'ai eu une mauvaise journée. Et puis, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y a un monsieur qui me déteste sans me connaître. Je dis mais je lui ai fait quoi? On me dit ah ben écoute, il y a un homme qui a dragué sa femme pendant plusieurs mois et qui lui a arraché sa femme en lui offrant tous les jours une part de black cake. Waouh! J'ai dit OK. J'ai dit pardon, faut lui dire de revenir, je veux me réconcilier avec lui. Et il veut plus entendre parler d'Omani parce qu'il dit que c'est redoutable. La femme est partie, elle a quitté son foyer parce que l'autre l'a dragué avec une part de black cake tous les jours. Ah ouais, faut le faire, hein, comme quoi ça tient pas grand-chose. Hein. Non, ici, on va entrer en fait vraiment sur le côté conseil pour la jeunesse. Et je pense que déjà, quand j'étais venu au niveau de la structure, il y avait beaucoup en fait de conseils que vous avez partagés. Je pense en fait que je ne suis pas gourmand pour le garder pour moi seul. Du coup, j'aimerais en fait que tu le partages aussi avec la majorité des jeunes. Donc, quel conseil donnerais-tu en fait à quelqu'un qui veut se lancer dans la restauration, par exemple, ou dans sa passion? Voilà, c'est la passion. Pour moi, le moteur, c'est la passion. C'est vraiment ça. Parce que quand on est passionné, on traverse toutes les vagues. Il y a des hauts, il y a des bas, et puis il faut les traverser avec dignité, avec, voilà, comme un soldat, quoi. Donc, il faut être patient, parce que le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas patiente, elle veut tout de suite. Mais il faut se construire posément, patiemment. Il faut garder le regard rivé sur le phare, savoir exactement où on veut arriver, et ne pas se donner de limites à ses rêves. Parce que réaliser ses rêves, ça a une satisfaction incroyable. Incroyable, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Quel conseil je peux donner? Revenez sur le continent. Revenez sur le continent africain. Comme je disais la dernière fois, on a une force que tout le monde nous envie. On est nombreux. Malgré tout ce qu'on nous a envoyé, on est là. On a tout eu. On a eu le chikungunya, on a eu le sida, on a eu Ebola, on a la Covid. Mais on est là. On est là. Comme je dis souvent, les Africains, c'est des cafards. Après la bombe atomique, ils sont toujours là. Donc, cette résistance-là, il faut en profiter pour en faire quelque chose de positif et construire notre continent. C'est un continent de gens fougueux, de jeunes fougueux, vivaces, intelligents. C'est des forces de la nature. On était tellement forces de la nature qu'on nous a réduits en esclavage. Pas pour rien. Pourquoi ce peuple n'est pas un autre peuple? C'est que sur plusieurs générations, on est très costaud, on est très résistant. Et donc, avec ça, on peut faire quelque chose d'incroyable. Si les Européens avaient la population que nous avions, je pense qu'ils nous distanceraient, quoi. Donc, il faut vraiment s'accrocher et penser globalement, penser construire, penser durabilité sur le continent. Si j'ai un conseil à donner, c'est ça. Ne vous faites pas embarquer par l'appel des sirènes. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous et construisez vos pays, nos pays plutôt, et notre continent. Ça, c'est important. C'est très profond ce que tu dis, parce que je pense qu'on a besoin en fait d'entendre ça, et surtout en fait d'une personne qui était là, qui est revenue, qui comprend en fait, la réalité en fait du pays. Et ce qu'on nous dit souvent, c'est que en gros, ok, je viens, quand tu quittes ici, tu te retrouves de l'autre côté, tu coupes le lien. Donc, tu n'as plus de visibilité, tu ne sais pas comment ça se passe, même si tu viens, il y a très peu qui viennent, par exemple, dans les mois, de venir tout le temps, pendant les vacances et tout, pour être en contact direct. Donc, on se dit, OK, quand on va arriver, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Donc, c'est d'ailleurs pour ça aussi que le projet, ça existe. Donc, on se dit, OK, si on arrive, on rencontre des gens qui étaient de la diaspora, qui ont pu vraiment, en fait, par exemple, s'installer ici et qui ont pu, en fait, créer quelque chose en partant, par exemple, de zéro et tout, ou des personnes qui sont déjà là dans d'autres domaines et tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé, en fait, le projet. Et donc, toi, par rapport à ce projet, qu'est-ce que tu penses, en fait, concrètement? Je trouve que c'est une bonne idée.
Parce que aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Donc, le narratif qu'on a construit sur l'Afrique est en train de se déconstruire complètement. Le rideau tombe et il est temps que notre jeunesse voit qui on est. Quel est ce continent dont il est issu? Parce qu'on a toujours fait croire que l'Afrique est misérabiliste, il y a l'Éthiopie, il y a la famine, il y a machin. Mais globalement, il fait quand même mieux vivre ici que là-bas. Donc, il faut qu'il rentre, plutôt que de rester dans les faubourgs de Marseille, de se faire tuer toutes les 2 minutes. Non, mais sérieux, de rester dans les gangs, de machin. Non, rentrez chez vous, rentrez chez vous. C'est pas qu'on n'a pas de terre. On est le plus grand continent du monde. Vous imaginez un peu? On a encore des endroits sur ce continent qui ne sont pas habités. Mais rentrez chez vous. Ça suffit. Il faut rentrer, le construire. Aujourd'hui, on a la chance. C'est le revers de la médaille des réseaux sociaux. C'est que tout ce qu'on avait raconté, où on expliquait la présence des étrangers, tout ça, c'est parce qu'on est venu nous aider, c'est parce qu'on veut résister à la démocratie, blablabla. C'est faux. C'est parce qu'on est riche. Parce qu'on est riche, parce qu'on a un sous-sol qui est riche, parce qu'on a l'air qui est riche. J'ai même rencontré une dame qui m'a dit qu'à Savet, il y a un endroit entre 2 montagnes, c'est vraiment une scientifique, hein, quand l'air qui passe là rend intelligent. C'est incroyable. Hein. Ah ouais. Et elle était en France, elle est dans un laboratoire en France, elle a 4 enfants. Quand elle pouvait, elle faisait descendre ses enfants, elle les emmenait là-bas. Ok. Effectivement, ses enfants sont brillants. On est riche, en fait, on est la souche mère, quoi. Donc, il faut rentrer. Il ne faut pas qu'on vous fasse croire que les Africains, c'est les rebuts de la société mondiale. Non, 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 c'est pas vrai. Pas vrai. Il faut rentrer. C'est pas intéressant. Et la construire, oui. Et le champ des possibles est large ici. Et on a une meilleure qualité de vie qu'on peut avoir là-bas. Rien à dire. Ici, tu as ta maison, les nounous, tu te déplaces, tu manges. Il n'y a rien à dire. Tranquille, il n'y a même pas de débat là-dessus. Il y a une qualité de vie. On mange mieux, on mange bio, on mange sain, on mange voilà. Et donc, pourquoi laisser ça aux autres? Non. De toute façon, nous, on est là, ici, on essaie, on veut à tout prix partir de l'autre côté. Et eux, de l'autre côté, eux, ce qu'ils veulent, c'est venir ici. Donc, non, mais eux, ça fait longtemps qu'ils viennent ici. Exactement. C'est l'histoire de la colonisation. Ça fait longtemps qu'ils ont compris que c'était nous qui avions les ressources. Ça fait des siècles que ça dure. Donc, il n'y a que nous qui ne comprenons pas, qui fuyons ce continent. Il faut rentrer. Il faut rentrer plutôt que d'être maltraité. En plus, là, il y a beaucoup de jeunes qui font en fait des travaux qu'ici, ils refusaient de le faire juste parce qu'ils veulent en fait survivre. Quoi. Oui, c'est tout. Ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a une bourse qui ne correspond à rien ici, ils préfèrent partir. Non, 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 il faut faire des choses, il faut faire des études qui correspondent à ce qu'on peut avoir ici. Comme utilité ici. Super. En tout cas, merci beaucoup. C'était pour le message que tu as fait passer, pour le temps aussi. J'espère que ça va marcher, qu'ils vont venir. Ouais. on va faire la com, nous, de notre côté. Et j'espère vraiment que ça va inspirer aussi en fait, les jeunes, ça va inspirer les personnes qui sont là, qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup pour nous en fait, de revenir? Est-ce qu'ici, il y a en fait, le potentiel? Est-ce qu'aujourd'hui, ici, c'est possible que j'arrive, je construis quelque chose en fait, à impact, quelque chose qui va vraiment me permettre de vivre en fait, depuis l'Afrique? Donc, nous, on va faire la com là-dessus. Ce sera toujours mieux. Ce sera toujours mieux que dans les HLM, dans les conditions insalubres. Ce sera toujours mieux que le désert du Sahara. Ce sera toujours mieux que le désert de la Libye. Ce sera toujours mieux que de rougir de son sang la Méditerranée. Non, restons là. C'est mieux. Je pense qu'il faut rentrer. Sincèrement. Merci beaucoup à toi. Si vous voulez en fait découvrir les pâtisseries, on va mettre simplement les liens d'information sous la vidéo et n'hésitez pas à la contacter si vous êtes de passage au Bénin. Je ne vais pas trop parler, je vous laisse découvrir.